Du coup, la toxicologie, c'est l'étude en fait des interactions des molécules chimiques, médicamenteuses ou autres, même aussi biologiques, hein, avec les systèmes vivants. Donc la toxicologie, ça peut être tous les produits qui peuvent provoquer des mutations, des cancers, des toxicologies d'organes, des toxicologies sur les organes de reproduction. Ce sont des médicaments, ce sont des produits dans l'alimentation, ce sont des produits agrochimiques, ce sont des produits chimiques. C'est même aussi des produits logiques, puisqu'il y a certains produits ici, des biotechnologies, comme des biothérapies, qui peuvent induire des effets secondaires, mais bon, ils rentrent dans le cadre des médicaments, quoi. Voilà. D'accord. Donc quand on fait de la toxicologie, après on peut la faire sur n'importe quel produit, du coup. On peut la faire sur n'importe quel produit. Il y a des gens qui sont plutôt spécialisés d'un organe, d'un système. Moi, je suis un immunotoxicologue, donc moi, Mm. je m'intéresse aux effets sur le système immunitaire et les conséquences. Bonjour à tous, vous écoutez Le Journal du Pharmacien, le podcast qui donne la parole aux pharmaciens et qui a pour but de mettre de la lumière sur ce merveilleux métier aux possibilités infinies. Le Journal du Pharmacien, c'est aussi une chaîne YouTube. Pour suivre les aventures du Journal du Pharmacien en Tour de France, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Au programme, les pharmatours des 24 facs de pharmacie de France, des interviews exclusives et de merveilleuses images de notre terroir français. Je n'en dis pas plus et laisse place à votre épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur le Journal du Pharmacien. Aujourd'hui, je suis avec Marc Palardy, qui est doyen de la faculté de Paris-Saclay. Donc, Monsieur Palardy, vous êtes pharmacien, vous êtes toxicologue, vous avez un parcours brillant, vous avez été et êtes expert auprès de plusieurs agences de santé, notamment l'ANSM. Bonjour Monsieur le doyen, comment allez-vous? Très bien, merci. Merci pour cette interview aujourd'hui dans ces nouveaux locaux Oui, sur le plateau de Saclay. oui, ça me fait bizarre parce que moi je viens de l'ancienne fac, j'étais à Péronce quoi, dans cette fac mais dans les anciens locaux. Donc là ça fait un peu bizarre d'arriver dans cette fac qui est immense et bien équipée. Très bien équipé, 72 000 mètres carrés. Ouf, Elle waouh. est magnifique. Elle demande un petit peu de temps de marche entre le bâtiment recherche et le bâtiment enseignement, mais on est vraiment dans des conditions exceptionnelles. Ça a dû être un gros projet j'imagine parce que vous en êtes à votre deuxième mandat donc vous avez suivi tout le projet de Oui, déménagement. oui, c'est surtout qu'on a commencé à travailler sur ce projet en 2008. Ouf, waouh. Les premiers échanges de courrier, c'était dans le cadre de la réforme des universités. Donc, est-ce qu'on allait aller plutôt sur le côté Villejuif, plutôt sur le côté vallée, enfin plateau. Et finalement, c'est en fait le mandat de Nicolas Sarkozy, que les décisions ont été prises, que finalement la faculté de pharmacie déménagerait sur le plateau et que certains bâtiments de la vallée de la faculté des sciences de l'université montraient sur le plateau aussi, pour créer ce hub scientifique qui est absolument exceptionnel Hum, et qui s'étire de ce quartier qui est le plateau le Moulon, quartier du Moulon, mais aussi sur le quartier qui est en face, passé à la 118, où on retrouve un gros Paritech, un nouvel hôpital, hum. un centre de recherche et autres. Voilà. Ok, donc là on est sur un UFR santé, donc il y a aussi les médecines qui sont Ah ici. non, la Non. médecine est restée près des D'accord. hôpitaux. Ok, Donc l'UFR de médecine est resté près de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre et de l'hôpital Paul-Brousse. ok. Par contre, c'est vrai qu'au niveau hospitalier, avec la création de l'université Paris-Saclay, maintenant on a ce qu'on appelle un GHU Paris-Saclay qui est avec les ex-hôpitaux Paris-Sud, les ex-hôpitaux UVSQ. Et donc ça va de Kremlin-Bicêtre jusqu'à Garches, voire Poissy, Versailles. D'accord, ok. On passe par là. Et est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur votre parcours en tant que pharmacien? Alors moi j'ai fait mes études, je suis un local de l'étape, donc j'ai fait mes études de pharmacie à la faculté de Châtenay-Malabry. Ensuite j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un DEA, maintenant c'est un master de toxicologie. Ensuite une thèse d'université à Gustave Roussy, l'Institut Gustave Roussy. Et ensuite j'ai décidé, puisque je voulais me destiner à la recherche, et je suis parti en ce qu'on appelle en postdoc, un Hmm. stage postdoctoral aux États-Unis pendant 2 années en Caroline du Nord. Waouh. J'ai fait 2 années là-bas et ensuite s'est présenté l'opportunité d'être recruté comme maître de conférence. Donc je me suis présenté au concours, j'ai été recruté comme maître de conférence de toxicologie ici à Châtenay-Malabry, enfin ex-Châtenay-Malabry. Et ensuite je suis passé professeur et puis voilà, j'ai été élu doyen en 2015. Et après avoir été vice-doyen Juste en avant que recherche, j'arrive. voilà. Ouais, Après avoir été vice-doyen en recherche de 2000 jusqu'à 2015. ok. Donc vous avez fait l'équivalent de la filière hôpital ou... Alors j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque l'option biologie, parce qu'il n'y avait pas l'internat qualifiant. Donc on D'accord. avait l'option officine, biologie ou industrie. Moi je fais l'option biologie, donc une 5e année biologie. Et avec ces 5e années de biologie, on pouvait quand même travailler comme faisant fonction d'interne à l'hôpital ou travailler comme attaché. Donc moi j'ai travaillé pendant 5 années, un peu plus de 5 ans, entre 2000, j'ai n'importe quoi, excusez-moi, entre 1982 et l'année de mon départ, c'est-à-dire 1987.
travaillais à l'hôpital en fait pour financer ma thèse et puis pour vivre de manière générale. Donc je faisais un mi-temps à l'hôpital et un mi-temps je faisais Ok. ma thèse. Voilà. Ah oui, donc à l'époque, c'était une option biologie, c'était pas hôpital en fait. C'était, ceux qui faisaient l'option biologie, soit ils passaient à l'internat, D'accord. ou soit ils faisaient des certificats d'études spécialisés, des CES, ça existait aussi en médecine, en biochimie, en immunologie, en hématologie, en parasitologie, ce que vous voulez. Et donc avec ces CES, vous pouvez ensuite aller travailler en laboratoire d'analyse médicale, ou alors si vous avez passé l'internat, vous passez vos CES pendant l'internat. Mais l'internat n'était pas obligatoire pour devenir, D'accord. ensuite pour faire de la biologie. Ah, donc vous pouviez être biologiste comme les Sans B. faire l'internat. Oh, c'était bien ça quand même. Nous, on n'a plus. Ouais, c'est plus possible maintenant. Non, c'est plus Ça a possible changé. parce que maintenant vous êtes sous la forme d'un DES, DES pharmacie hospitalière ou DES biologie, biologie médicale. Il y a beaucoup de doyens qui ont fait ce parcours. Parmi ceux que j'ai interviewés, ils ont tous fait ce parcours biologie. Mais là, j'ai enfin compris. Moi, j'ai pas fait l'internat. Ok, d'accord. C'est pas mon souhait. Ok. Et pourquoi vous avez choisi d'être pharmacien? Par accident. Comme beaucoup, mais il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de Par hasard. accident, c'est-à-dire en fait, à l'époque, moi j'ai fait une année de maths sup et ça m'a pas plu du tout, à la fois en termes d'organisation et autre, ça m'a pas plu, en termes d'ambiance, organisation. Donc ensuite, j'ai cherché un endroit où aller, puis je discutais avec mes amis, puis je crois qu'on aimait bien la biologie, on aimait bien la santé, donc en fait, je voulais pas faire médecine, donc du coup, on s'est dirigé vers la pharmacie. Et voilà, et au fur et à mesure des années, moi j'ai commencé à adorer, quand on a commencé à travailler sur le médicament, j'ai adoré le médicament, donc ma vocation était faite. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que la toxicologie? C'est pas une discipline qu'on rencontre souvent, donc j'aimerais bien qu'on en parle. Alors la toxicologie, vous la rencontrez, en fait, elle est enseignée dans deux endroits, elle est enseignée en pharmacie et elle est enseignée dans les écoles vétérinaires. Ensuite, les médecins n'ont pas d'enseignement de toxicologie dans leur cursus habituel, mais ils font des spécialisations en toxicologie, ça peut arriver. Par exemple, à l'aire Rayvoisière, vous avez une réanimation toxicologique qui est dirigée par un médecin qui s'appelle Bruno Megarban. On a beaucoup vu Bruno à la télévision avec la réanimation liée au Covid. Du coup, la toxicologie, c'est l'étude en fait des interactions des molécules chimiques, médicamenteuses ou autres, même aussi biologiques, avec les systèmes vivants. Donc la toxicologie, ça peut être tous les produits qui peuvent provoquer des mutations, des cancers, des toxicologies d'organes, des toxicologies sur les organes de reproduction, ce sont des médicaments, ce sont des produits dans l'alimentation, ce sont des produits agrochimiques, ce sont des produits chimiques. C'est même aussi des produits logiques, puisqu'il y a certains produits ici, des biotechnologies, comme des biothérapies, qui peuvent induire des effets secondaires, mais bon, ils rentrent dans le cadre des médicaments. Voilà. D'accord. Donc quand on fait de la toxicologie, après on peut la faire sur n'importe quel produit, du coup. On peut la faire sur n'importe quel produit. Il y a des gens qui sont plutôt spécialistes d'un organe, d'un système. Moi, je suis un immunotoxicologue, donc moi je m'intéresse aux effets sur le système immunitaire et les conséquences. Vous pouvez être un hépatotoxicologue ou vous pouvez être un spécialiste, par exemple, des hydrocarbures polycycliques aromatiques, par exemple. Donc, des fois, on est spécialiste produit, des fois, on est plutôt spécialiste organe, des fois, on peut être un toxicologue clinicien. Donc, c'est très, très varié comme métier. Ouais, ça a l'air passionnant. Je connaissais pas trop, mais ça a l'air. Ouais. Et donc, du coup, pourquoi vous avez choisi cette discipline? Par hasard. Pareil aussi. Par hasard. En fait, vous savez, la vie, Oui. c'est pas tôt à dire, mais c'est que des circonstances. Donc, moi, je suis arrivé en toxicologie par hasard, en fait. Je passais un examen à l'oral, pas un rattrapage, mais un examen à l'oral en toxicologie avec le professeur Boyon à l'époque. Et puis ça s'est très bien passé. Et puis à la fin de l'oral, il m'a dit écoutez, si vous voulez venir dans mon labo faire un DEA, vous serez bienvenu. Je suis allé rencontrer le Gustave Roussy, il m'a pris en DEA et après il m'a pris en thèse. Ok. Et comment on fait quand on est étudiant aujourd'hui si on veut devenir toxicologue? Il faut faire la filière internat du coup? Non. Non. Si vous voulez être toxicologue, vous devez faire un master. Vous devez faire un master en toxicologie. Ensuite, soit vous décidez d'arrêter à la fin de votre master et vous pouvez faire des métiers d'application en toxicologie, par exemple directeur d'études, ou travailler dans l'industrie cosmétique, dans l'évaluation de sécurité des formulations, ou dans l'agrochimie. Mais si vous désirez ensuite travailler plutôt soit en recherche, ou soit dans l'industrie pharmaceutique à des niveaux assez hauts, là il faut faire une thèse d'université derrière le master. D'accord. Mais la filière internat n'est pas la filière principale pour faire la toxicologie. Bien sûr, vous pouvez faire la filière internat, faire un master pendant votre internat et ensuite essayer de faire une thèse, à la fin de votre internat, postuler. Mais ce n'est pas la filière la plus simple. De manière générale, pour la pharmacologie et la toxicologie, ce n'est pas la filière internat qu'il faut privilégier pour faire ces métiers-là. La filière internat vous emmène par contre très bien sur toutes les filières biologiques. D'accord. Et donc j'imagine que c'est très lié avec la sécurité. Au final, quand on est toxicologue, on fait de la sécurité du médicament et des produits. C'est notre métier de base. C'est nous, en fait, il y a deux parties qui évaluent la sécurité des médicaments. Il y a les toxicologues qui font toute la partie non clinique, c'est-à-dire avant d'aller chez l'homme, mais pendant les essais cliniques, on fait encore des études.
Et puis vous avez la pharmacovigilance qui commence aux essais cliniques et qui fait toute la sélection d'emploi, la réévaluation des sélections d'emploi du médicament en post-marketing. Donc c'est les toxicologues et les pharmacovigilants qui s'occupent de la sécurité du médicament. Donc en tant que pharmacien, vous pouvez faire de la clinique du coup? Parce que je pensais que ça c'était que le médecin qui faisait Non, de... moi on ne fait pas de clinique. D'accord. On s'intéresse surtout aux études non cliniques. Oui, ok. Animales, in vitro, oui. in silico. Voilà. D'accord. Et donc pendant votre parcours, vous avez fait de la recherche... Je fais toujours de la recherche. Oui, vous faites toujours de la recherche. Vous faites de la recherche fondamentale ou appliquée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence aussi entre les deux? Bon, en fait, comment dire, est-ce qu'il y a vraiment une différence en fait? La recherche fondamentale, la recherche très fondamentale, c'est par exemple quelqu'un qui va s'intéresser à un organisme modèle, par exemple, comme la drosophile, et qui va s'intéresser à l'influence de telle ou telle mutation sur le devenir de telle ou telle cellule. Ok, ça c'est très très fondamental. C'est absolument indispensable, mais vous n'avez pas une finalité immédiate. Après, moi, je fais de la recherche fondamentale dans le sens où j'étudie des mécanismes d'action permettant de comprendre l'allergie, le mécanisme de l'allergie des médicaments ou des produits chimiques. Okay. Donc, c'est de la recherche fondamentale. Et cette recherche fondamentale va devenir appliquée lorsque ce que j'ai trouvé, par exemple, si je trouve que tel produit modifie le phénotype de telle cellule, est-ce que ça peut être utilisé ensuite comme un marqueur et développer des modèles cellulaires pour prévoir l'allergie des médicaments et des produits chimiques en utilisant le marqueur que moi j'ai découvert. Okay. Donc la recherche appliquée, c'est avant tout une recherche qui va être la mise au point de modèles pour avant tout développer quelque chose qui est utilisable tout de suite. Et la recherche fondamentale, c'est se poser des questions scientifiques, démonter des mécanismes, mais ensuite la transition à la recherche appliquée est tout de suite immédiate, quoi, on va dire. Ok, donc vous faites les deux en fait. Je fais les deux. Okay. Moi, je suis plus recherche fondamentale parce que la recherche appliquée, c'est plutôt les gens qui vont utiliser mes résultats ou les résultats de mon équipe, plutôt c'est pas les miens, les résultats de mon équipe pour éventuellement développer des modèles dans mon domaine. Par exemple, nous on avait beaucoup travaillé sur les modifications du phénotype d'une cellule qui s'appelle la cellule dendritique par des allergisants de contact, cutanés. Et maintenant, bon, il n'y a pas de nous qui avons travaillé là-dessus, mais c'est devenu un test qui a été validé par l'OCDE, qui est utilisé par les industriels. Ok, voilà. D'accord. Ok. Et comment on fait pour travailler en agence quand on est étudiant? Alors, si vous voulez travailler à la NSM, par exemple, par exemple, vous pouvez très bien faire un master de toxicologie. Moi, je m'intéresse toujours de toxicologie. Pendant les 6 mois de votre stage de master, vous allez peut-être faire un stage à la NSM. Et ensuite, souvent, tous nos étudiants qui vont ensuite faire des stages à la NSM sont souvent embauchés derrière. D'accord. Voilà. Donc, en fait, l'idéal, c'est d'avoir le master parce que c'est le niveau minimal pour rentrer à l'agence, ou alors avoir une thèse pour rentrer à l'agence. Et ensuite, soit de faire 6 mois, si vous avez de la chance d'avoir un stage à l'ANSES ou un stage à la NSM ou dans une autre agence de sécurité sanitaire. Et ensuite, vous pouvez, généralement, ils vous recrutent ou vous postulez. Mais même si vous avez votre master de tox, vous pouvez postuler très bien à des postes d'évaluateur à la NSM ou à l'ANSES. Okay. Il y a beaucoup d'anciens du master toxicologie à l'ANSES et à la NSM. Ok. Et donc, est-ce qu'on peut faire en même temps de la recherche et travailler en agence? Non, c'est très compliqué. D'accord. C'est un métier. Ok. Et là, en ce moment, donc, vous faites toujours de la recherche. Vous faites quoi en ce moment comme recherche? Moi, ma petite équipe de 20 personnes, on travaille toujours sur les mécanismes de l'allergie de contact cutanée avec Cécilia Cardinal-Romer qui s'en occupe. On travaille sur les impacts des nanoparticules sur l'immunisation aux aéroallergènes, par exemple. Et on travaille aussi sur l'immunisation, en fait, l'immunisation contre les protéines de haut poids moléculaire, et en particulier les anticorps thérapeutiques, lorsqu'ils sont mal conservés, sous forme d'agrégats et autres, par exemple, on sait que ça favorise l'immunisation contre ces anticorps thérapeutiques et ça diminue la réponse clinique. Ok, voilà. Passionnant, passionnant. Et donc en plus, vous êtes professeur aussi à la faculté? Oui, tout à fait. Moi, je continue à enseigner la toxicologie. D'accord. Voilà. Donc moi, le métier d'enseignant-chercheur, c'est la recherche et l'enseignement. Et puis, donc du coup, on fait ces deux métiers-là et ils sont toujours indissociables, même si on occupe des fonctions administratives à côté. Ok. Et qu'est-ce qui vous a amené à devenir doyen? Pareil, c'est des circonstances de la vie qui ont fait que? Oui, effectivement, c'est les circonstances. Alors, pas comme doyen, mais j'ai démarré très tôt dans ce qu'on pourrait appeler l'administration d'université, parce que l'université, elle est administrée par des enseignants-chercheurs. Alors, bien sûr, avec nos collègues de l'administration qui organisent toute l'université, mais dans les conseils, le président la présidente est universitaire, donc ce sont les enseignants-chercheurs qui organisent l'université avec les collègues administratifs. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé en 2000, en fait. Je suis rentré comme vice-doyen recherche parce que l'ancien vice-doyen recherche, qui était Pierre Bourliou, un jour, m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit, écoute, Marc, je dois m'en aller prématurément. Est-ce que tu je souhaiterais que tu prennes la suite. J'étais assez jeune à l'époque. J'avais été nommé professeur
4 ans, même pas 4 ans auparavant, 3 ans auparavant. Et je me suis dit, allons-y, moi j'aime bien les tâches, j'aime bien la collectivité, j'aime bien rendre service, donc j'y suis allé comme vice-doyen en recherche, et puis je trouvais ça passionnant de participer à la vie de l'université au quotidien, et apporter sa petite pierre à l'édifice et aider les collègues. Ok. Voilà, donc naturellement, vice-doyen en recherche, très impliqué, puis avec Dominique Porquet à l'époque, on en a discuté, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse? Je lui ai dit, ok, j'y vais. Voilà. Ok, et du coup, Là, deuxième je mandat. me suis présenté aux élections. Et maintenant, deuxième mandat. Deuxième mandat, voilà. Et c'est une question que j'aime bien poser. Est-ce que vous avez vu une évolution entre les étudiants à l'époque? Donc vous êtes dans la fac depuis... dans le 77, comme étudiant. Ok, donc est-ce que vous avez vu une évolution entre l'étudiant de l'époque et l'étudiant d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Après, on pourra en discuter pendant très longtemps. La première différence, c'est qu'effectivement, les étudiants, relativement récemment, je veux dire, ça va être un phénomène qui s'est amplifié dans ces 10 dernières années, on veut dire, c'est qu'on a beaucoup de mal à faire venir les étudiants en cours. Par exemple, les ED, les enseignements dirigés, qui sont en petits groupes, on s'intéresse de très près au sujet, on est vraiment en contact avec l'enseignant. On a dû rendre les ED obligatoires, parce que des fois on avait des ED, on avait un étudiant et un prof, un enseignant. Punaise. Donc on a dû rendre des choses obligatoires. Et maintenant, cette année, on a même rendu les cours obligatoires et on fait des rotations d'étudiants pour qu'ils viennent, parce qu'ils ne viennent pas. Donc la grosse différence, je veux dire, c'est, et peut-être que je me trompe, mais je ne suis pas sûr, je pense que nos étudiants actuellement ont du mal à mettre les études au centre de leur préoccupation, alors que ça devrait être le centre de leur préoccupation. Il y a probablement beaucoup de raisons à ça, probablement que la PACES et maintenant le mode entre guillemets de sélection des étudiants à l'entrée ne fait qu'ils ne rentrent pas à l'université la première année. Et donc après ils passent des concours, ils réussissent les examens sans avoir été vraiment à l'université et ensuite ils se disent mais écoutez, moi je vais continuer à travailler comme ça et je vais me débrouiller, vous allez voir. Et en fait, c'est une vraie désaffection en fait. Et pas tous les étudiants, hein, et le corps enseignant commence à souffrir vraiment de cette désaffection et a l'impression que son rôle est devenu un peu obsolète. Donc on essaie aussi maintenant de soutenir les enseignants. On vient de faire une enquête récemment. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte en tant qu'étudiant de tout le travail que ça représente d'être enseignant. Enfin, c'est bah oui, c'est colossal. Donc je me mets à leur place et je me dis quand on arrive et qu'il n'y a personne pour assister au cours, mais on n'a vraiment pas cette conscience quand on est étudiant. Je trouve qu'on n'est pas mature, hein, parce que même moi, je me rappelle, je ne pensais pas à ça, quoi. Et c'est maintenant que je le réalise et que je me dis, j'étais à côté de la plaque, quoi. En fait, après, moi aussi j'ai été étudiant, hein, donc Vous alliez en cours à votre époque, du coup? Moi, j'allais en cours, j'allais pas à tous les cours, mais j'allais en partie. Mon quotidien, c'était simple, c'est comme j'allais. Là, je vais travailler. Avant, moi, je me levais le matin, et puis j'avais prévu, voilà, à 9h, j'étais à la fac. C'était mon quotidien. 9h, ensuite, je restais toute la journée à la fac. C'était mon travail. Donc j'y allais tous les jours. Et des fois, il y a certains cours où j'allais pas pour x, y raison. Bon, j'allais à tous les TP, les ED, etc. et tout. Puis il y avait la vie étudiante aussi. Il y avait aussi le travail sur place, le travail en bibliothèque. Mais moi, j'arrivais le matin et je partais le soir. Oui, même pas à discuter. Ouais. 5 jours sur 7. Et c'était comme ça. Alors, maintenant, c'est extrêmement différent. Les étudiants viennent s'ils ont vraiment besoin de venir. S'ils ne doivent pas venir en cours, ils ne viennent pas en cours. Hein. Moi, là, on a instauré cette rotation. Puis à la fin, au mois de décembre, on avait atteint la limite de la rotation. Donc du coup, donc au mois de décembre, moi, j'ai fait cours un vendredi à 4h. C'est pas 4h de l'après-midi, c'est pas l'idéal. Hein. Et il y avait 5 étudiants. 5. Ils sont 300. Hein. Ouais. Et donc c'est compliqué. Après, c'était sympa les 5. Bah oui, ceux qui viennent du coup, c'est la crème, je pense. On peut discuter. Ouais. Mais je pense que les associations, c'est quand même un bon lien avec la fac. Parce que je sais que, enfin moi en tout cas à mon époque, on venait et grâce aux assos. Donc au final, on était là, quoi. Donc les étudiants qui sont en asso en général viennent plus à la fac. Ouais. Alors, à Châtenay-Malabry, les assos fonctionnaient très bien parce qu'on était un site fermé. Et donc les assos se sont traditionnellement toujours développés. Moi j'étais président de l'AS quand j'étais étudiant. On organisait beaucoup de soirées, donc il y avait beaucoup de liens entre les étudiants. Moi, j'ai gardé beaucoup d'amis étudiants. Hein. Et ce qui était le cas à Châtenay, ce n'était pas trop le cas en fait à Paris Intramuros parce qu'ils étaient beaucoup plus disciplinés dans la ville. Et du coup, on a toujours eu cette force d'association et effectivement, et là, c'est le transfert. Ça y est, ça commence à prendre sur leur localisation. S'ils ont bien accès ça commence à prendre. On les encourage à faire des événements. Donc, ça y est, il y a des événements. On aura la semaine de l'Aztec sur place. Donc ça y est, ça commence. Oui, non, mais déjà j'ai vu, ils ont de la place, quoi. Il y a 2 couloirs d'assaut. Donc je pense qu'on va retrouver quand même un peu l'âme de Châtelet, de P11. Après, c'est ceux qui sont près des assos, les autres,
Ouais, c'est vrai que c'est plus compliqué. C'est toujours le même problème, mais... Il faut que les assos soient très intégratives aussi, qu'elles prennent le maximum d'étudiants qu'elles puissent rassembler. Il ne faut pas de temps en temps, on a une tendance, et c'est logique, à se rassembler sur son petit groupe d'amis dans son assos, mais il faut que l'assos soit ouverte à tous les étudiants. Oui, c'est vrai. De rassembler tout le monde. C'est vrai, je trouve qu'à mon époque, on essayait de faire ça de plus en plus. Donc je pense que ça devrait se faire. Et combien y a-t-il d'étudiants justement à Paris-Saclay en pharmacie? Alors nous, sur le site, ici on a à peu près 3200, 3500 étudiants. Ok. Et on a les pharma, on a les licences pro aussi, et les étudiants en Master 1 et Master 2. En pharmacie, donc maintenant la première année n'est plus ici. La première année elle est entre la médecine et les sciences, donc on n'a plus de première année ici. Parce qu'avant on avait à peu près 400-500 premières années qui étaient sur le site de Châtenay. Donc on a environ 320 à 330 étudiants par année, quoi. Donc, D'accord. Voilà, donc si en présence, deuxième, troisième, quatrième année, cinquième année sont surtout présents. Donc ça nous fait à peu près 1500, un peu plus de 1500 étudiants en routine qui sont ici. La sixième année, ils sont pas là. Donc c'est des grosses promos, c'est parmi les plus grosses promos de France. C'est la plus grosse promo de France avec Paris Intramuros. Voilà. Ils sont combien à Paris? Pareil, c'est le même. Alors ça a changé parce qu'on avait le même numerus clausus, 264, 65, ça dépend des années. Maintenant, avec la réforme, avec la MMOP, la nouvelle façon d'entrer dans les études de santé, avec la PASS et le LAS, on nous a demandé d'augmenter nos capacités d'accueil. Donc nous, on est monté à 320. C'est-à-dire qu'on peut accueillir 320 étudiants. Et on a réussi, on en a accueilli 304. Ça va. 320. Ça va. Beaucoup mieux que certaines. Oui, certaines facs, ils sont à 50%, voire même pas. Donc bon, ça fait plaisir déjà de voir qu'on n'est pas trop affecté. Et quelle est la répartition à peu près par filière? Alors, on est très content parce que cette année, on a une répartition qui est quasiment homogène. C'est avec la filière officine qui était bien tombée. Ah mais oui, c'est remonté du coup? On était à l'époque, je crois qu'on était à 50 étudiants. Mais c'était ça à mon époque, ils étaient même 30, je crois, mon année. Maintenant, on a autant d'étudiants cette année, on a autant d'étudiants dans la filière industrie que dans la filière officine. Ok. Et puis, on en a un petit peu plus dans la filière internat, en fait, PHBMR. Et puis, on aura malheureusement, on va récupérer ceux qui ont raté l'internat, on va récupérer quelques personnes de PHBMR qui vont revenir souvent en filière officine plutôt qu'industrie. Ok. Ah oui, donc ça a bien changé. Il y a je pense, une remontée d'intérêt pour la filière officine. C'est ce que j'observe un petit peu, quoi. Il y a eu la Covid. C'est ça. On a bien vu que le rôle du pharmacien et puis les missions de pharmacien ont beaucoup évolué. Et puis le pharmacien maintenant en officine est maintenant rémunéré de manière significative sur le conseil, puisque à peu près la moyenne de la chute d'affaires dans une officine c'est 30% sur le conseil, voire plus des fois, et donc avec un accent qui est vraiment porté sur ce conseil-là, et puis le diagnostic, les TROD, la vaccination, etc. Donc moi j'espère que mes confrères vont s'y mettre, certains s'y ont mis très sérieusement, d'autres un petit peu moins sérieusement, d'autres pas du tout sérieusement. Donc il faut vraiment que la profession se mobilise derrière ces nouvelles missions, parce que c'est une chance à saisir. C'est une chance à saisir pour nous, pour la santé. On est quand même quasiment les seuls en Europe à avoir ce système-là, et c'est vraiment un acteur de santé publique. Le patient, il va d'abord voir son pharmacien parce qu'il est juste à côté, il n'a pas à prendre rendez-vous. Puis on est vraiment, je trouve, le maillon clé, quoi, parce que c'est nous qui redirigeons vers les autres professionnels de santé. Moi, je trouve ça passionnant, l'officine. Je viens de l'industrie de base, et donc je suis repartie en officine, mais je regrette pas du tout, parce que ça permet, j'aime bien avoir des visions un peu de tout. Et l'officine, c'est passionnant, quoi. Pour des jeunes professionnels, c'est passionnant. Là, et comme vous dites, en plus, avec les nouvelles missions, il y a beaucoup à faire. Après, c'est à chaque confrère de développer ces nouvelles missions de manière adéquate. Voilà. Et après, je pense que les patients s'habitueront à aller plus souvent sur le pharmacien pour ça, et je pense que c'est un peu évolué que d'une bonne manière. Après, il faut suffisamment de pharmaciens, la pharmacie d'officine pour que ça fonctionne, donc ça veut dire qu'il faut que les jeunes viennent s'inscrire chez nous. Oui, on y travaille. Et est-ce que vous avez des demandes justement des titulaires sur l'Île-de-France du fait de la pénurie? Comment ça... Oui, nous on a encore avec Jean-Louis Baudeux qui est le doyen de Paris Intramuros, on a récemment rencontré des collègues, des confrères des syndicats d'officine, et oui, eux, ils ont vraiment très peur qu'ils aient pas assez de pharmaciens. Donc on aussi un manque de préparateurs. Le diplôme a changé, maintenant les préparateurs sont universitarisés. Il y a un DUST ici du coup? Il y a un DUST à Paris-Cité, il y a un DUST qui s'ouvre à la rentrée ici aussi. Donc on formera probablement sur la région de France à peu près 900 à 1000 préparateurs par an. Et ça c'est très bien, l'universitarisation c'est bien, je pense que ça rehausse
le niveau des préparateurs, et je pense que les préparateurs sont contents Mm. avec ce DUST, hein. Il y a à l'étude aussi la possibilité d'avoir une licence professionnelle pour diversifier un peu les débouchés des préparateurs, en particulier au niveau de l'hôpital, quoi. Maintenant, un il vrai faut plus. faut qu'on réussisse à récupérer des étudiants qui viennent faire pharma, quoi. Voilà. Maintenant. Donc, on a du travail. Merci beaucoup, Monsieur Palardi, pour cette interview. Ah Et non, merci à vous. pour finir, est-ce que vous auriez un conseil ou une inspiration positive à partager aux étudiants avant de nous quitter? Ça, c'est très difficile. Une inspiration positive, tourne autour de la pharmacie. Je pense qu'en les professions de santé, la pharmacie, c'est la possibilité d'avoir accès à énormément de métiers différents autour de la santé. Et la santé, c'est pratiquement intéressant parce que le fonctionnement du vivant, c'est intéressant. La santé, c'est de plus en plus important, ça a toujours été important. Et vous pouvez agir sur les gens, vous pouvez aider les gens. Le médicament, c'est très complexe. Et puis vous avez beaucoup de métiers, en officine beaucoup de métiers, en industrie beaucoup de métiers, à l'hôpital beaucoup de métiers. Pour entrer dans une pharmacie, dans les études de pharmacie, vous trouverez toujours quelque chose qui va vous plaire. Toujours ce qui va vous plaire. Et donc c'est pas parce que vous vouliez faire médecine, vous n'avez pas pu faire médecine que c'est un problème. Parce que pour faire médecine, il faut d'abord avant tout se poser la question si on veut soigner les gens. Non, mais Voilà. oui. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde, pharmacien. Ouais, non, franchement, il y a beaucoup de possibilités. Il Ouais. ne faut pas hésiter. Comme vous dites, on trouvera force. Enfin, c'est un peu. Toujours. Ouais, c'est les meilleures études. Bon, on va finir là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Tu peux retrouver cet épisode en format vidéo sur la chaîne YouTube Le Journal du Pharmacien. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager et à nous laisser un petit commentaire. Tu peux aussi nous écrire un message via la page Instagram du podcast @lejournaldupharmacien et nous te répondrons avec plaisir. À bientôt sur Le Journal du Pharmacien.